Salut à tous et bienvenue sur TechNeo. Ça a fait long de passer une semaine sans publier quoi que ce soit. Ça m'a manqué aussi de vous partager un petit peu des sujets qui m'intéressent. Ça fait plaisir de pouvoir vous retrouver. Les problèmes perso que j'ai énoncés dans le post sur la chaîne, donc la semaine dernière, sont presque réglés. Donc ça va beaucoup mieux. Je vais pouvoir de nouveau me concentrer sur les vidéos. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire. C'est un petit top 5 des OS Linux que je préfère en 2025, que j'ai envie de vous montrer. Et si vous avez la patience, je vous réserve une petite surprise pour la fin de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. On va passer à la première vidéo qui va traiter du coup de notre cher ami Linux Mint. C'est parti! Du coup, pour moi, Linux Mint, tout simplement, ben, c'est le meilleur point de départ si vous voulez sortir de Windows et entrer dans le monde de Linux. Tout simplement parce qu'il est Windows friendly, donc ça ne sera pas désorientant pour les personnes qui sont novices. Il est prêt à l'utilisation, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il y a des logiciels avec le navigateur, la suite Office, etc. préinstallés. Donc ça ne sera pas du tout perturbant. L'avantage aussi, c'est qu'il est léger, donc on peut le mettre sur n'importe quel PC. Si vous voulez utiliser un ordinateur sans vous casser la tête à faire du code ou quoi que ce soit, ça sera vraiment la perfection. Et d'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée pendant des années pour convertir beaucoup de personnes autour de moi à Linux. Quand j'étais pas encore à mon compte, que j'étais tout simplement utilisateur classique, j'ai converti je ne sais combien de personnes à Linux en les passant sur Mint autour de moi, mon père, ma mère, mon oncle, ma tante. J'ai même passé des PC de collègues à mes parents aussi sur Linux et ça marche vraiment très bien. On va passer du coup à un petit aperçu sur mon bureau de Linux Mint. Donc directement sur le site de la page d'accueil de la distribution. Donc là, vous pouvez ici le télécharger. Donc si je vais sur Download, on a les différents bureaux. Donc on va avoir Cinnamon, le bureau que je préfère le plus. On va vous le traduire, hein. Donc là, c'est la version la plus populaire de Linux Mint. L'édition Cinnamon est principalement développée pour et par Linux Mint. Elle est plutôt esthétique et elle regorge de nouvelles fonctionnalités. On peut avoir Cinnamon sur d'autres OS Linux, c'est pas non plus une exclusivité. On a XFCE aussi, donc c'est plus léger que Cinnamon. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que ça vous permettra de faire tourner votre Linux sur des machines un peu moins puissantes, mais ça consomme du coup moins de ressources et il prend pas autant en charge des fonctionnalités, mais après forcément oui, quand on économise des ressources on fait toujours des sacrifices. Après on a l'édition Mate, ça c'est vraiment le plus classique. Donc c'est du GNOME 2 et c'était avant le bureau par défaut de Mint entre 2006 et 2011 comme on peut le voir. Donc ça c'est pour la partie téléchargement. Si je reviens en arrière, là donc il vous explique un petit peu ce qu'est Linux Mint. Je vous laisserai lire, bien sûr, je vous mettrai le lien de la page en description. Et ce qu'on va faire, on va ensuite continuer sur DistroC, donc le fameux site dont je vous ai parlé plus d'une fois dans mes vidéos, mais que je vous ai encore jamais montré. Donc ici, en fait, on va pouvoir charger des VM directement depuis les serveurs de DistroC pour pouvoir tester des OS Linux. Donc là, je vais taper tout simplement Mint. Vous voyez que là, il nous propose plusieurs versions. Là, moi, je vais prendre le Mint classique et je vais partir sur la dernière version en Cinnamon. Voilà, bon ça je m'en fiche. Là, je prouve que je suis pas un robot et je démarre. Donc là, on va attendre un petit peu. Il y a une file d'attente. Et quand on aura terminé la file d'attente, ça va nous permettre de tester la distribution, de voir un petit peu comment ça démarre. Et au moins, ça vous permettra de juger si Linux Mint vous plaît. Vous verrez que ça n'a vraiment rien à voir avec la mienne qui est customisée. Mais personnellement, même d'origine, je la trouve vraiment sympa. Après, à la base, j'arrive de Windows, donc forcément, c'est pas une interface qui me choque. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Hop, allez, c'est parti. Voilà. On va laisser ça démarrer. Je pense qu'on peut peut-être passer en plein écran. Hop, ouais. On va voir ce que ça donne. Voilà.
Donc ça, c'est l'interface Cinnamon que vous aurez. Et c'est un peu le principe que vous allez retrouver quand vous utiliserez le Live CD, c'est-à-dire le boot sur la clé USB. En fait, vous allez brancher votre clé dans votre PC, vous allez démarrer dessus et vous allez arriver sur cette page-là. Donc vous aurez l'option pour installer votre Linux sur votre PC ici. Je ne sais pas si on peut cliquer dessus, ça m'étonnerait. Ah, il nous le lance, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc là, c'est en train de charger. Je pense pas que ça aille au bout, mais au moins vous verrez à quoi ça ressemble quand on veut installer, si jamais ça s'ouvre. Donc là, vous vous rendez compte qu'on a en fait une barre des tâches, un petit peu comme sur Windows. C'est rien de bien choquant. Et voilà. Et au niveau de l'installation, vous voyez que ça se passe en plusieurs étapes repérées par des points ici. Et chaque fois, donc, on fait ce qu'on veut, donc français, continuer, etc. Il n'y a rien de bien compliqué pour installer son Linux. C'est vraiment user-friendly, si je peux dire. Après, bien sûr, on retrouve ici le terminal. Rassurez-vous, vous n'aurez pas forcément à l'utiliser. Quand on va ici dans le menu démarrer, on retrouve ici la Logitech. Donc, tout simplement, en fait, c'est un petit peu comme l'App Store pour macOS ou le Google Play Store sur un téléphone Android ou le Microsoft Store sur Windows. Là, c'est ici qu'on va trouver la plupart, je dis bien la plupart des applications. Vous voyez qu'on a Spotify, VLC, Google Earth. Là, on a Steam ici. On a vraiment tout ce qu'on veut. Et on a tout aussi classé par catégorie, accessoires, internet, son, vidéo, fond. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver OnlyOffice, comme c'est le cas sur cette VM, n'ayez pas peur d'aller du coup sur internet, comme là je vais le faire via Firefox. Donc Firefox, il faut savoir que c'est le navigateur par défaut qui est installé. Ouais, bon là apparemment ils ont fait en sorte qu'on puisse pas aller à l'extérieur de manière à ce que ça contamine pas le serveur, c'est tout à fait logique. Mais voilà. Donc ici, c'est le menu démarrer. Donc pareil, tout est classé, hein. Accessoires, graphiques, internet, Office. Donc on a toute la suite LibreOffice. Ça vous permettra de faire ce que vous voulez. Au niveau son, on a Rhythmbox, Hypnotix. Ça c'est pour les codecs multimédia et ça c'est pour lire des vidéos de base. Dans administration, on a énormément de choses déjà. Et en préférence, donc on a pas mal de réglages. Et en bas, on a les thèmes. Voilà, les thèmes ici. Donc votre Linux est malléable à souhait. Si ça s'ouvre, je pense pas que ça va s'ouvrir trop vite. On va voir. Ouais, voilà. Donc là, on a les couleurs. Donc là, on est en Mint Y. Mais on peut mettre les paramètres avancés. Donc la souris, on peut choisir notre curseur de souris. Je vous laisse voir, hein, je vous laisserai choisir. Après, on a le thème. En haut, on a les dossiers. On peut avoir tout ça comme couleur de dossier. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau du bureau et des barres des tâches, on a toutes ces barres de tâches là. Déjà par défaut, on est plutôt bien achalandé, j'ai envie de dire. Comparé à Windows où on n'a vraiment pas trop le choix que de changer juste la couleur de sa barre des tâches. À côté, Windows fait un petit peu pitié de ce côté-là. Donc on va revenir ici, on va revenir du coup au premier plan. Voilà, je vais fermer la VM. Donc j'espère que cette présentation de Linux Mint vous aura plu. On va du coup passer à la suite de la vidéo avec le prochain OS que je vous conseille en 2025. C'est parti. On se retrouve du coup pour le deuxième OS de cette vidéo qui va être Zorin OS. Qu'est-ce que c'est du coup que Zorin OS? Tout simplement, c'est un OS plutôt élégant pour tous, que ce soit ceux qui arrivent de Mac ou de Windows. Donc c'est un OS esthétique, attrayant, vachement beau visuellement. Il est hyper fluide parce qu'il est très léger. On peut choisir un look soit à la Windows friendly ou à la macOS friendly. Donc ça sera vraiment
en fonction de ce que vous préférerez. Tout ça se fait depuis les menus, les réglages, un peu comme dans les thèmes qu'on peut retrouver sur Linux Mint. Donc c'est vachement intuitif, si on peut dire ça comme ça. On a même une version light pour les PC vraiment les plus vieux, hein, ceux dont le matériel date le plus. Donc on n'a pas oublié non plus les ordinateurs qui sont assez âgés. La cible, ben, c'est pas compliqué. C'est les gens qui veulent un ordinateur simple, beau, efficace, sans se prendre la tête. Vous aurez vraiment pas de réglage particulier à faire via des terminaux, avec des lignes de code sans fin à taper ou quoi que ce soit. Il n'y a aucune prise de tête. C'est pour vous dire, quand on va arriver sur la page de description de Zorin, vous vous rendrez compte qu'il y a même une ville en Italie qui a passé son parc informatique sur ça, justement pour lui donner ben, pas mal de vie, d'années de vie en plus. Zorin, c'est vraiment le Linux plug and play. On branche et on peut travailler vraiment de suite. Donc c'est vraiment le Linux, ben, grosso modo, que je recommande à tout le monde. Linux Mint, c'est vraiment le premier. Zorin, ça sera le second parce que je l'ai déjà testé. Je l'avais testé sur un Mac connecté à mon Synology Drive, enfin à mon NAS Synology qui est dans ma baie de brassage. Mais je pense que j'avais peut-être un souci de réglage réseau, donc je peux pas non plus trop le juger. On va passer maintenant sur la page de présentation de cet OS. Donc voilà, je vais vous la traduire en français. Ça sera plus simple à expliquer. Donc là, en gros, c'est rendre votre ordinateur plus rapide. Zorin est l'alternative à Windows macOS conçue pour rendre votre ordinateur plus rapide, plus puissant, plus sécurisé et respectueux de votre vie privée. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Donc vous voyez qu'on peut jouer. Hein, il y a des petits jeux dessus, mais je pense qu'il n'y aura pas de souci pour installer Steam. Dites-le moi s'il y en a qui passent par là et qui utilisent Zorin, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je pense que ça c'est vraiment sympa. Dites-le moi, moi j'aime bien ce thème-là. C'est vraiment joli. Vous voyez que Forbes le recommande, ZNet, TechRadar, PC World. Un bureau familier que vous savez déjà utiliser, ben, c'est un petit peu le propre en fait de tous les Linux, quasiment tous en tout cas. Voilà, ça c'est vraiment Windows friendly. Après, ceux qui arrivent de macOS pourront avoir des docks. Je suis sûr même qu'on peut installer Planck comme c'est mon cas ici. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Il y a du GNOME aussi, comme on voit là à droite. Après, voilà, il y en a pour tous les goûts. Moins et plus de vitesse. Donc fonctionner autant vite que vous. Il fonctionnera autant vite que vous. Il est ultra rapide, il ralentit pas avec le temps, comme c'est le cas pour Windows avec toutes les mises à jour. Vous voyez qu'il y a un joli effet de transparence, les menus sont plutôt bien travaillés, donc ça reste vraiment ergonomique. Alors là, ils ont forcé le trait, on est sur un vieil écran. Et donc la fameuse ville en Italie, ils ont prolongé la durée de vie de leurs ordinateurs de 30 à 40%. Tout simplement parce que ben, ils avaient des vieux PC et du coup Zorin n'étant pas gourmand en ressources, ça leur a permis de gagner du temps. Donc ils ont pu faire fonctionner Zorin sur des PC jusqu'à 15 ans. C'est pour vous dire un petit peu ben, la durée de vie d'un ordinateur en fait quand on en prend soin et qu'on met le bon système dessus. Les avantages, ben, donc c'est une base Ubuntu. Zorin, il est construit sur le même logiciel open source, donc du coup qui alimente le département de la défense des États-Unis. Donc c'est quand même pas non plus à prendre à la légère. Ça veut dire que c'est plutôt fiable au niveau sécurité. Donc grâce aux fonctionnalités de Linux, Zorin OS est résistant aux virus et aux logiciels malveillants. Les correctifs de sécurité et les mises à jour logicielles sont disponibles rapidement et pendant des années. Donc ça aussi, c'est vraiment bien. C'est quelque chose, c'est un gage de qualité, de sûreté. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors c'est à venir, c'est plus pour le côté pro. Là, ça va être Grid, donc Zorin Grid. Ça vous permettra en fait, comme vous voyez sur l'écran, de manager vos parcs informatiques. Donc il vous l'explique ici.
Imaginez que tous les ordinateurs de votre organisation fonctionnent de concert. Lorsque vous installez une application, définissez une nouvelle politique de sécurité, elle est automatiquement déployée sur votre parc et ça vous permet de gérer les ordinateurs hors site et aussi ça le rend aussi simple que sur site. Donc c'est vraiment un super truc. C'est, on va dire, le Atera gratuit. Bon, bien sûr, il y a une condition, il faut que tous les PC soient sur Zorin OS. Mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant dans le cadre d'une école, dans le cadre d'une entreprise, en fonction de vos besoins, ça peut être pas mal. Si vous ne savez pas comment faire pour l'installer ou que vous voulez pas vous prendre la tête et que c'est un changement d'ordinateur et que vous voulez un PC durable et fiable, vous avez des ordinateurs. Du coup, là, je vais repasser en anglais pour pas que les noms des marques soient déformés. Donc là, par exemple, on a les Clevo qui sont plutôt pas mal. On a ceux-là. On va avoir les Tongfang. Eux, par contre, ils vont être vraiment pas mal au niveau du coup de la puissance. On pourra jouer. Par exemple, celui-là, il a une 4050, une RTX 4050, c'est quand même pas mal. On aura les Starlab. Là, ça sera plus pour du travail. On a soit en version tablette, soit en version PC. On a le Byte, donc c'est un petit PC compact, un peu du style mini forum. Le Starfighter, lui, bon, ça va être un PC de travail, on va dire. Après, on a la gamme Skik que je connaissais pas du tout, donc ça, à la rigueur, on va aller regarder. Hop. Alors, land, on va mettre France, français. Voilà. Français. Voilà. Ordinateur portable. On va partir sur des ordinateurs portables. Je suis désolé si vous entendez les chats qui sont en train de se disputer dehors à côté de moi. J'ai ouvert parce qu'il fait plutôt chaud. Là, on est dans mon cellier et je dois avoir quasiment 40 degrés. Ou au moins 30 ou 36 degrés. Il fait un petit peu chaud. Du coup, ça donne quoi? Intel Core i7, 32 Go. Ouais. Ouais, ça, on va dire que ça reste à des prix assez corrects pour ce qu'il y a dedans. Je regarde un petit peu si Intel Arc, RTX 3050. On a de la 2050. Ah, on a de la 5080. Ouais, bon, par contre, ça pique un peu. Là, ouais, c'est beaucoup plus cher. On a 5090. Ah, par contre, avec une 5090, vous regardez la différence de tarif. Là, on est à 3499, en gros 3500, on n'a que la 5080. Et pour presque 200 € de plus à peine, on a la 5090. Donc, vaut mieux partir sur celle-là. Ça vaut le coup. Après, il faut regarder, faut tout détailler. Là, je survole vraiment à l'arrache. Mais ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il y en a qui connaissent un petit peu ces gammes de produits. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la page de Zorin parce qu'en plus de nous expliquer ce qu'est ce système d'exploitation, ça nous dit aussi où trouver des ordinateurs avec le système et ça, c'est plutôt pas mal. On passe du coup sur Distroci et là, on va essayer donc la dernière version possible avec le site. Hop, démarrer Zorin. On va attendre un petit peu. Je suis en deuxième position dans la file d'attente. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Voilà, c'est en train de démarrer. Donc la particularité, c'est que quand on démarre Zorin OS, on a ce check au démarrage. Je me rappelle que j'avais ça chaque fois que je démarrais mon OS sur le Mac que j'avais recyclé. Ça peut paraître pénible, mais après, bon, c'est pas non plus, ça dure pas 1000 ans et ça garantit d'avoir une intégrité de notre ordinateur, donc c'est plutôt sympa. Voilà, là il démarre. Donc un démarrage un peu plus classique, hein, de toute manière, c'est pas non plus des trucs hyper bling bling, que ça soit Mint ou Zorin. C'est des choses qui sont faites pour être propres et fonctionnelles. Voilà, voilà. Donc là, on arrive sur le bureau de Zorin avec le fond d'écran standard de Zorin OS.
Là, il nous propose de suite d'installer ou non. Là, on va pas installer, on va essayer. Essayer Zorin. On va le laisser tourner pour se mettre en marche. Et voilà. Donc là, vous êtes sur l'interface de Zorin, donc qui se rapproche un peu plus du Windows 11 qu'on connaît. Les icônes sont plutôt modernes. On a vraiment un mélange de Mac OS, de Windows. Enfin, c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est épuré. C'est assez agréable à l'œil. C'est vraiment un truc... ouais, c'est vraiment sympa. On va... ouais, apparemment, j'espère que ça vous le fera pas à l'image, mais c'est possible que vous ayez des glitches à peu près par là. Où je passe la souris ou un peu au-dessus. Apparemment, c'est lié quand je parle. Je pense que j'ai un petit souci. Là, j'ai mon USB qui sature parce que j'ai mon clavier USB qui est fait mon clavier qui charge en même temps. Hop, on va fermer. Le navigateur, c'est Firefox. On a le multibureau ici. Donc, c'est un bureau qui va se gérer à la souris. Mais c'est plutôt bien fait. Au niveau du menu démarrer, bon là par contre c'est un menu qui se rapproche un peu plus de Windows, comme vous pouvez le constater. Là on retrouve vraiment quelque chose de plus classique. C'est un peu plus classique que sur Linux Mint. Mais ça reste, enfin pour moi je trouve que ça reste vraiment propre. On va ouvrir les paramètres pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là on a la gestion des réseaux, on a VPN, on peut gérer notre Bluetooth. Je veux juste aller voir, il parlait tout à l'heure de sécurité, je suis curieux. Sécurité, à propos, accessibilité, pays, langue. Ah, configuration du pare-feu. Ouais, ouais, voilà, on peut gérer son pare-feu aussi. Bon, à voir. Je pense qu'il nous manque peut-être des options sur celui-là parce qu'il est sur une VM, sur un serveur. Ceux qui connaissent mieux Zorin OS que moi, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez niveau sécurité. Bon, étant donné ce sur quoi il est installé, je m'inquiète pas des plus. Je sais qu'on aura quand même de la qualité au niveau de celui-ci. C'est pas vraiment ça qui m'inquiète. On va passer du coup au troisième OS de cette vidéo. J'espère que Zorin vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis on continue. C'est parti. On va continuer du coup avec le troisième OS de cette vidéo. J'espère que celui-ci vous plaira. Il est, on va dire, un peu moins tape à l'œil. Celui-ci donc sera un peu plus basé sur la stabilité et sur les nouveautés. Donc ça va être Fedora. Donc c'est une distribution vraiment à la pointe qui est conçue pour ceux qui veulent vraiment tester les dernières technologies, mais vraiment dans un environnement super propre. C'est une distribution qui est soutenue par Red Hat, donc c'est vraiment quelque chose de vraiment très professionnel, très stable, sur lequel vous aurez vraiment pas de soucis. Il y a souvent donc les dernières versions des logiciels du noyau Linux qui sont déployés dessus. Elle utilise GNOME, donc c'est l'interface que vous pouvez retrouver par exemple sur Ubuntu, qu'on a pu voir tout à l'heure sur Zorin OS, sur la partie de droite que j'ai montré avec ma souris. C'est une interface du coup très épurée, mais le souci de cette interface là, si vous arrivez de Windows ou de macOS ou même d'un autre Linux qui tournait par exemple sur Cinnamon, vous risquez d'être plutôt, comment dire, d'être un petit peu perdu. Personnellement, j'aime vraiment pas cette interface. J'ai essayé plusieurs fois. Je connais Ubuntu depuis de longues années. J'ai attaqué d'ailleurs Linux sur ça avant d'utiliser Mint. Le problème, c'est que quand Ubuntu a migré sur GNOME, le GNOME tel qu'on le connaît maintenant, j'ai vraiment lâché. J'ai vraiment cette interface graphique en horreur. J'arrive pas à m'y faire. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que j'ai connu quelqu'un qui bossait dans l'entreprise où je travaille, qui lui adorait cette interface graphique. Je sais pas comment il faisait. Comme quoi, c'est vraiment les goûts et les couleurs, il en faut pour tout le monde. La cible de Fedora, ça sera plutôt donc les développeurs, les technophiles, ceux qui veulent vraiment du neuf, du propre et quelque chose de vraiment fiable.
Le truc plutôt sympa, c'est que Fedora en fait sera souvent à jour avant les autres parce que c'est l'OS qui permet de tester en premier ce que les autres distros auront plusieurs mois après. Donc toutes les distributions Linux que vous pouvez avoir, elles auront les choses que vous aurez sur Fedora, mais bien après. Et les gens qui sont sur Fedora serviront un petit peu de testeurs. Ça ne veut pas dire que vous aurez quelque chose de pas fiable, c'est pas ce que je dis. Mais vous aurez les nouveautés avant tout le monde. Si vous aimez la nouveauté en gros et que vous voulez vous lancer, ben, n'hésitez pas à prendre Fedora, vous ne serez pas déçus. On va passer du coup sur la petite partie présentation sur mon bureau. Hop, voilà. Donc je suis déjà sur le site de Fedora, une plateforme innovante pour les machines, le cloud, les conteneurs, bâti avec amour par vous. Donc c'est 100% open source. Donc là, ils expliquent un petit peu. Il y a la partie workstation. Système d'exploitation stable, facile à utiliser pour les ordinateurs portables de bureau. Contient un ensemble complet d'outils pour les développeurs et les créateurs de tout type. Donc en savoir plus, par exemple, on va l'ouvrir ici. Voilà, donc là c'est le bureau Linux qui donne l'exemple, un bureau magnifique de haute qualité bâti à l'aide des dernières technologies open source, fiable, puissant et facile à utiliser. Donc là on est un peu plus, on va dire, Mac friendly sur cette photo là. C'est pas dégueu. Je m'attendais pour le coup à quelque chose de beaucoup moins esthétique. On reste quand même sur de l'esthétisme. On est pas mal. Ouais, c'est vraiment joli. Après, le problème, c'est que, enfin, j'ai envie de dire, ouais, j'ai vraiment envie de dire, au plus ça va, au plus on s'enfonce dans Linux, au plus on aimerait tous les essayer. Le problème, c'est que, enfin, on peut pas s'amuser à changer de système toutes les 30 secondes parce que, ben, c'est pas que c'est contraignant, mais un petit peu quand même, quoi. Mais après, ben voilà, si vous voulez essayer, comme je le dis toujours, il y a distro aussi, on va aller voir. Fedora. Hop. Workstation. Et on va voir ce que ça donne. Bon, du coup, là, il est en train de lancer Fedora sur le serveur. On va voir ce que ça donne. Hop, voilà. Petit démarrage à la Windows 11. Bon, ils se sont un petit peu inspirés, a priori, de Windows pour le démarrage. Bon, après, pourquoi pas. C'est sympa. Avec le logo Fedora en bas. Histoire de rappeler qu'on n'est pas sur un Windows, mais bien sur un Linux. Il est un petit peu long à démarrer quand même. Je sais pas si c'est qu'ils ont sous-estimé la capacité du VPS sur lequel ça se trouve, mais je trouve que c'est long. Hein. Oh non, c'est quoi ça? Not now. Ouf, ok. Not now. Oh, par contre, il est immonde ce fond d'écran, on va vite le changer. Faudrait juste qu'il nous permette d'avoir ce dock. Qu'est-ce que c'est ça? Oh non, c'est immonde sans déconner. Ah ouais, non, j'aime vraiment pas. Ah ouais, je suis paumé là. Par exemple là. Ok. Oh non, tout ce qui me plaît pas. Ouais, voilà. Alors, apparence. On va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va passer en mode sombre déjà. Ah, ça c'est rigolo. On a le fond d'écran qui change. Hop, on va changer ça ici. Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Ouais, de l'abstrait. Allez, on va mettre ça. Franchement, bon, allez, hop, on se met ici. Donc ça, c'est l'arrière-plan. Par contre, j'aimerais bien trouver thème. Ouais, c'est ce que je disais. Quand on passe sur GNOME, on est un peu paumé. Files, calendar, show apps. On va voir si on a thème quelque part ici. Alors, système log, disque, c'est pas là. Utilitaire,
Font, non, document, image, connexion, maps, et non. Non, non, non. Ouais, bon, bah, enfin, pour moi, c'est vraiment next, hein, c'est rédhibitoire. J'arrive pas à me faire, j'arrive vraiment pas à me faire à cet environnement. Dites-le moi en commentaire, hein, mais franchement, ouais, c'est pas, je sais pas, c'est pas intuitif. Pourquoi pas mettre un environnement comme ça, j'ai envie de dire ultra minimaliste, avec un genre de launchpad et un dock qu'on retrouve uniquement au moment où on va cliquer sur la case en haut là, cette case en haut à gauche qui est vraiment enfin, je sais pas, ouais, je suis un petit peu paumé. Dites-le moi en commentaire ceux qui utilisent Fedora tous les jours. Expliquez-moi même, n'hésitez pas à laisser des commentaires explicatifs. Peut-être que ça me permettra de mieux comprendre le fonctionnement, de moins le juger sévèrement. Je trouve que c'est un système, malgré tout, qui a l'air super génial. Mais j'aimerais pouvoir le personnaliser de manière à pouvoir obtenir, on va dire, un bureau un peu plus de ce type-là et non pas un bureau du type tablette comme vous pouvez avoir parce que personnellement c'est vraiment désorientant quoi. Allez, on passe du coup au système d'exploitation suivant. C'est parti. Du coup là, on se retrouve pour la 4e version de Linux que je vous propose. Ça va être Debian. Donc c'est, on va dire, la base de Linux, Mint, de Ubuntu et de plein d'autres distributions. C'est vraiment une base sûre. C'est hyper stable. D'ailleurs, c'est sur des VPS qui tournent sur Debian qu'on installe par exemple No3CX à mon boulot. Et il n'y a aucun souci de ce côté-là. On n'a jamais de problème de plantage. C'est testé à fond avant chaque mise à jour. Quand ils vous proposent des mises à jour, vous êtes sûr qu'elles sont stables et qu'elles ne risquent pas de faire planter que ce soit votre VPS ou votre PC personnel. Il y a vraiment très très peu de bugs. On n'a pas de surprise ou très très peu. Ça peut parfois mettre un peu en difficulté parce qu'il faut mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis justement avec les lignes de code, le terminal. Du coup, je peux pas vous dire que ça sera un OS qui sera orienté débutant parce que là, il faut commencer à connaître un petit peu et à savoir se débrouiller et à savoir aller chercher les informations si jamais on les connaît pas. C'est pas un OS qui va courir derrière les nouveautés. Ça va plutôt être un OS qui va être orienté stabilité plutôt que nouveauté. C'est quelque chose de simple. D'ailleurs, vous le verrez quand je vais vous présenter la page de leur site. C'est vraiment une page épurée. C'est pas du tout une page comme on peut le voir sur les OS d'avant. Et ça s'adresse plutôt du coup à des utilisateurs avertis qui ont un bon niveau et qui veulent apprendre à maîtriser Linux encore plus en profondeur. Si vous voulez comprendre en gros ce qui se passe sous le capot, Debian c'est vraiment un bon cas d'école et ça vous permettra d'apprendre vraiment Linux de manière un peu plus approfondie. Après, on va pas donc tergiverser 1000 ans. Ça, c'était un petit peu la présentation. On va se rendre sur le bureau. Donc là, c'est la page d'accueil où il présente la communauté. Ici, vous avez le lien de téléchargement. Ici, ils expliquent un peu qui sont les gens qui s'occupent de Linux, comment ça a commencé. Ça a commencé en 1993. Ça fait quand même maintenant quelques années. Les développeurs, les contributeurs, enfin voilà, c'est vraiment bien détaillé. Vous savez du coup d'où vient votre système d'exploitation. Ce qui est bien aussi, c'est le calendrier. Donc le 17 mai, il y a eu publication de la mise à jour Debian 12.11. Le 17 janvier 2025, Months of the Loss of... publication de la mise à jour 11 à 31 août 2024, etc. Donc chaque fois qu'il y a des moments clés, c'est marqué sur le site. Après, il est assez simple comme vous pouvez le constater. On va aller sur distroci, distroci.com. Hop, on a dit qu'on allait sur Debian. Hop, la pub et on va aller
On va aller sur la version standard, voir ce qu'il nous propose, hein. J'espère qu'on ne sera pas sur un bureau GNOME, je me rappelle plus. Au pire des cas, c'est pas grave, mais au moins on verra ce que ça donne. Hop, du coup, il est en train de démarrer. Donc là, comme vous pouvez le constater, le problème c'est que je suis tombé sur la version sans interface graphique. Un Debian démarrage, la distro arrêtera la précédente. Donc oui, hop, démarrer. Voilà, donc là j'ai arrêté la distro de base. Là j'étais plus sur la partie serveur entre guillemets sans interface graphique. C'est la partie qu'on utilise nous à mon boulot quand on veut installer du coup un Linux. Ça nous permet d'installer juste en ligne de commande notre 3CX et ça nous permet ensuite de pouvoir faire tourner nos IPBX et accéder à l'interface graphique depuis le web. On va le laisser démarrer gentiment. J'espère que ça va marcher parce qu'en levant les yeux à la cam, j'ai vu que je perdais la connexion au CPL. Ça y est. Ouais, je pense que j'ai un petit peu des surtensions ce soir. Ouais, voilà, c'est bon, ça démarre. C'est mieux. Hop, voilà. Ça y est. Ouais, donc là, à la rigueur, oui, je préfère cette interface-là. Voilà. Donc là, Debian, hein, c'est l'interface Cinnamon. Donc on va rester forcément toujours sur le même, on va dire le même thème entre guillemets, puisque ça va être vraiment l'interface graphique qui va vouloir ça. On a quoi? Black Maté, Blue Submarine. Ah, après, par contre, il y a des trucs comme ça. Manta, Green Submarine. Ah, ça peut être pas mal. Ah, ouais. Ouais, ils ont fait quand même des efforts. Ok. Blue. Ouais, ça change pas grand-chose. Blue Manta. Ouais, pourquoi pas. Adwaita. Ouais, il n'y a pas beaucoup par contre au niveau des thèmes. Comme vous pouvez le constater, on n'a vraiment pas beaucoup de thèmes comparé à Mint ou autre. Parce que justement, comme je le disais, là ça va rechercher plus la stabilité. Mais on aura quelque chose de fonctionnel. Donc c'est vraiment au choix. Là, pour le coup, on est sur, j'ai envie de dire, sans vouloir être péjoratif, on va être un petit peu sur le dinosaure, hein, sur l'ancêtre de beaucoup de nos distributions. Et c'est vraiment la distro qui va apporter de la stabilité à votre PC. Ça ne sera pas du tout la distribution où vous aurez de la fioriture. Ça sera beaucoup plus orienté stabilité. On va passer au dernier OS que je vous conseille en 2025. Et puis ensuite, on aura la petite partie bonus qui sera vraiment spécifique. Et j'expliquerai vraiment pourquoi c'est spécial et les avantages de cette distribution-là. Allez, c'est parti pour la suivante. Du coup, on enchaîne du coup avec la 5e version de Linux que je vous propose. Donc ça sera la dernière prévue pour le listing de la vidéo. Ensuite on arrivera à la dernière et celle qui est du coup la distribution bonus. La 5e ça va être Arch Linux. Donc là c'est vraiment la plus personnalisable. C'est pas une distribution à proprement parler, c'est vraiment une exploration logicielle parce que là on installe entièrement à la main, on choisit tout étape par étape. Par contre il faut savoir vraiment mettre la main à la pâte. Donc personnellement je pense même pas être capable de le faire. Je peux me tromper mais j'ai jamais essayé et je serais vraiment curieux de le faire. Elle est hyper légère, elle est tout le temps à jour parce que c'est une rolling release. Ça veut dire que ils la maintiennent à jour de manière vraiment optimale et sur le long terme. C'est la distro qui vous apprend le plus.
comme je le disais, mais par contre, voilà, elle va vous demander énormément d'investissement personnel. Donc, si vous partez de loin au niveau technique, ben, ça va vous demander énormément d'apprentissage. Ça va vous faire passer beaucoup de temps. Je vous avais déjà parlé des galères un petit peu que j'ai eu avec Linux Mint, avec la caméra, le micro, mon RGB, etc. Je vous laisse imaginer là, si vous partez de loin et que vous installez un Arch Linux sur votre PC qui vient à la base de Windows et qu'il vous faut réinstaller tous les drivers ou tous les logiciels spéciaux. Enfin, voilà, il faut faire attention si vous partez sur Arch Linux, il faut savoir où vous engager et il faut savoir mettre la main à la pâte. Du coup, je pense que celle-ci, elle est vraiment orientée passionné, user avancé, curieux, qui veulent vraiment comprendre à fond comment marche Linux, mais en sachant utiliser les lignes de commande. Et surtout, attention de vraiment pas l'installer, comme je disais, si vous savez pas ce que vous faites, parce que vous risquez de péter votre ordinateur, entre guillemets. C'est un bien grand mot, mais voilà, il faut quand même rester prudent. Désolé pour le clac, avec la chaleur, c'est ma bouteille d'eau qui vient de claquer. Je dois avoir. Je vais regarder à la montre. Là, à l'heure actuelle, donc il est 22h52. Et chez moi, il fait encore 28 degrés dehors. Aujourd'hui, on a été à 37 au plus chaud. Et là, je dois avoir à peu près 37-38 degrés dans la pièce où on se trouve. Donc, je vous garantis que si vous êtes tranquille avec votre clim, ben, profitez. Là, je me languis presque de retourner au frais. Mais heureusement que je me régale avec vous à vous décrire tout ça. On va passer sur le site de Arch Linux. Bon, là, ça ressemble presque à un GitHub. C'est beaucoup plus, déjà, on va dire, aseptisé que les autres. C'est vraiment le plus basique, si on peut dire ça comme ça. On va enchaîner sur Distroci, distroci.com et on va partir sur Arch Linux. Là, il nous propose que la dernière. Je croise les doigts. J'espère que ça va pas être une version encore avec que des lignes de code. Parce que personnellement, je sais même pas si je vais pouvoir vous le montrer. Sinon, il va falloir que j'aille chercher des lignes de commande. C'est un peu dommage. C'est pas le but. On va quand même regarder. Et puis, si je vois que ça fonctionne pas, je ferai un cut. Et je vous expliquerai pourquoi on n'a pas l'interface. Bon, a priori, il est en train de démarrer. On va voir. On va voir ce que ça donne. Il faut croiser les doigts pour qu'ils aient installé une interface graphique. Ouais, voilà. Donc là, comme je le disais, on arrive vraiment dans une interface où il faut tout installer soi-même. Là pour le coup, c'est pas une arnaque, hein, mais faut vraiment tout faire soi-même et je vais pas me lancer dedans maintenant. Mais grosso merdo, c'est ça. Donc bon, c'est très très bien, mais là il faut vraiment savoir très très bien mettre les mains à la pâte. Je n'irai pas jusqu'à vous mentir parce que c'est n'importe quoi de mentir. Je pense pas être capable de le faire encore une fois. Et du coup, on va s'arrêter là pour Arch Linux. S'il y en a qui l'utilisent, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, votre ressenti depuis X temps d'utilisation sur cet OS. En attendant, on va passer à la partie bonus et j'espère que ça vous plaira. C'est parti. On arrive du coup sur la dernière distri et la bonus. Ça va être Bazzite. Donc cette distribution là va être un petit peu particulière, elle va s'orienter plus sur les PC portables console du type ROG Ally, Lenovo Legion, etc. Donc Bazzite, c'est une distribution gaming qui fait pas mal de bruit actuellement dans la communauté tech. Elle est open source, elle est basée sur Fedora. Elle est conçue pour les gamers avec les PC portables du coup genre Steam Deck, ROG Ally comme je disais, etc. Elle est disponible depuis novembre 2023. Donc c'est Fedora 41 qui était pris dessus. Je sais pas s'ils ont passé la 42 depuis. Elle prend en charge absolument donc toutes les machines en 64 bits des dernières 10 années.
Donc c'est vraiment pas mal. Les médias confirment aussi, comme Forbes, etc., que ben, c'est vraiment un super OS. Forbes disent même que Bazzite est l'OS recommandé sur une ROG Ally. Eurogamer disent que ça tient la route face à SteamOS et The Verge a constaté des performances et autonomie souvent supérieures à ce qu'on pouvait rencontrer sur Windows sur ces consoles-là. Donc c'est vraiment de gros points forts. Autre point fort aussi, ça va être la stabilité du système, donc atomique, la compatibilité avec le matériel, l'interface fluide, ça sera du KDE GNOME Gaming Mode. Tout marche direct, c'est vraiment du plug and play. Le bon point, ben, c'est que c'est vraiment du coup user friendly. C'est idéal même sur un PC de bureau ou sur un HTPC. Attention, par contre, là je suis en train de vous vanter les mérites, mais c'est pas non plus parfait. L'ISO est hyper lourd, contrairement aux autres Linux. Là, on va avoir un ISO de près de 9 Go au téléchargement. Ça va être aussi immutable, ça peut freiner les bidouilles. Il va falloir passer en route, etc. pour la virtualisation, faire du Docker, etc. Après, c'est pas l'usage de monsieur, madame, tout le monde, donc ça devrait pas être problématique en soi. Il y a aussi quelques bugs audio qui ont été signalés par certains utilisateurs. Je tiens bien à insister sur le certains utilisateurs. Hein. Ne commencez pas à me flageller ceux qui utilisent Bazzite. Je suis obligé d'informer les gens. En résumé, si ben, vous êtes joueur, que vous voulez un Linux qui tourne vraiment de suite après l'installation et que vous avez un PC type console, ROG Ally, etc., ben, c'est fait pour vous. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu surtout les termes techniques que vous allez pouvoir entendre quand on parle de Bazzite. Donc, on va commencer par Atomic Immutable OS, donc RPM OS3 Atomic. Ça veut dire que les mises à jour en gros du système se font en une seule fois proprement. S'il y a un truc qui foire, ben, on redémarre et on revient à l'ancienne version. Ça repart comme si rien s'était passé et on n'a vraiment aucun souci. On n'a pas cassé notre PC. Ça, c'est vraiment important. Ben, ça fait penser tout simplement que si Microsoft prenait un exemple sur ça, ben, ça serait pas mal plutôt que de passer une mise à jour, péter les ordinateurs et tenter de les réparer avec une réparation qui marche une fois sur 80. Ensuite, pardon, immutable. Ça veut dire que le cœur du système est verrouillé. Vous ne pourrez pas utiliser, installer vos applications comme vous le souhaitez. Vous modifiez pas en fait les fichiers système à volonté comme sur Ubuntu ou sur Arc. En gros, quand vous installez par-dessus le système une application ou autre, mais vous n'allez pas modifier le système en profondeur et ça vous garantit du coup de la stabilité et vous risquez pas de flinguer votre système lors de l'installation d'une application. Ça aussi, c'est vraiment un gage de sécurité et de stabilité. Et ben, du coup, ça fait aussi de Bazzite, une fois de plus, un OS friendly, user friendly, pardon. Ensuite, on a aussi RPM OS3. Donc, c'est la techno qui rend tout ça possible. C'est ce qui permet à Bazzite d'être comme Fedora Silverblue, un système solide qui ne s'effondre pas au moindre paquet mal installé. On peut tester, bidouiller, toujours revenir en arrière. Ça, c'est vraiment important. On peut, chaque fois qu'on fait une connerie, désolé du mot, on peut revenir en arrière. Donc, même si on fait des coquilles, on a le droit à l'erreur et ça, ben, c'est vraiment génial, ça n'a pas de prix. On a aussi le Bazzite Portal. Là, on parle vraiment d'un outil graphique, c'est une interface visuelle faite maison par l'équipe de Bazzite qui vous simplifie la vie dès le premier démarrage. Depuis, en gros, le Bazzite Portal, on va pouvoir activer les drivers NVIDIA si on a une carte NVIDIA.
C'est là qu'on va ensuite aller faire nos réglages pour le path tracing, pour le ray tracing. Je pense que c'est là aussi qu'on va aller installer nos pilotes, etc. Donc c'est vraiment pas mal. On peut installer nos applications préférées via le Flatpak, Discord, Spotify, GIMP, Steam, Heroic Game, etc. Mais logiquement, ils sont installés d'origine. On va en parler après. On peut activer aussi Wydroid qui va nous permettre de faire tourner les applis Android directement sur notre Linux. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Pour ceux qui vont streamer ou s'enregistrer en train de jouer et rediffuser les vidéos, on pourra installer nativement DaVinci Resolve. Pour ceux qui font du stream, on aura OBS aussi. En gros, on a plein d'outils. On a vraiment tout ce qu'il faut en quelques clics sans taper une seule ligne de commande. C'est vraiment, vraiment un OS simplissime et ça, c'est vraiment énorme. Euh, Si je peux récapituler, on peut dire que ça s'adresse à tous les gamers qui ont un mini PC de type console portable et qui veulent un Linux qui envoie vraiment du pâté côté jeu. Côté jeu, on est servi aussi, comme je disais, on avait du Steam et de l'Heroic Game. Et en fait, je me suis vachement trompé parce qu'on a Steam, Lutris, Heroic qui peuvent s'activer en 2 clics. On peut lancer les jeux natifs Windows via Proton, Wine. On peut même lancer les jeux GOG, Epic, etc. Les drivers Nvidia, comme je le disais, sont pris en charge en direct. Il n'y a pas besoin de galérer à les compiler à la main et de les réintégrer. Là, c'est vraiment tout fait nickel. Moi, j'ai un petit peu galéré avec ma carte Nvidia quand je l'ai basculé sur ce PC de montage avec lequel je suis en train de tourner. On a Meta 3D Stack, donc ça c'est tout un ensemble d'outils et de réglages optimisés pour le rendu 3D, le framerate et les performances. C'est vraiment inclus, on va dire, en natif dans Bazzite. On a le kernel custom Bazzite, c'est vraiment le noyau Linux version améliorée avec le support du HDR. La compatibilité de l'AMD ROC M, donc le calcul GPU pour les pros et les développeurs. On a en natif la prise en charge des manettes Xbox, mais vraiment de manière plug and play, sans aller l'activer nulle part. On a Mango HUD, donc ça c'est pour voir les FPS et la charge GPU en surimpression pendant que vous jouez. Donc pour les personnes qui aiment bien surveiller leurs stats, c'est plutôt pas mal. Comme je disais, on a OBS VK Capture pour streamer, enregistrer en Vulkan sans souci pendant qu'on joue ou quoi que ce soit. Bazzite, c'est vraiment taillé pour le jeu vidéo sans sacrifier la stabilité ni la simplicité de votre système. En gros, si je dois récapituler, si vous voulez un système solide, une distribution professionnelle, rapide, simple à prendre en main, optimisé pour le jeu vidéo, le multimédia, Bazzite, c'est clairement pour vous. Après, bien sûr, pour l'installer, il va falloir s'orienter sur le site et sur divers forums en fonction de la machine que vous avez. Mais c'est vraiment une distribution cool et taillée pour vous si vous cherchez une distribution pour remplacer votre SteamOS par exemple. Donc du coup, je vous ai assez parlé de la partie technique, etc. Je vous fais maintenant basculer sur le bureau pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez un petit peu les jeux que ça peut faire tourner. Et ce que j'ai bien aimé, voilà, c'est que ça peut aller sur ce type de console ou sur votre PC. Et normalement, en bas, j'avais une petite vidéo. Donc ça, c'est la partie bureau sur, on va dire, un PC classique. L'interface GNOME, ça c'est KDE. On a Steam ici. Wydroid pour lancer les Android. Et voilà, là, la petite vidéo de présentation. Je vais enlever le son parce que voilà. Hop, play. Voilà. Et on va mettre en plein écran. Avec KDE Plasma sur un PC portable avec GNOME. Sur les PC du coup de salon. Voilà, donc vous voyez un petit peu de qui ils ont l'appui, hein, c'est pas ridicule. Voilà, donc ils font leur promo, c'est plutôt court, mais je trouve que voilà, c'est simple, efficace.
Au niveau des caractéristiques, donc ça c'était ici, communauté, presse, nouvelles et l'équipe. On va voir l'équipe, voilà, ça c'est toute l'équipe de Bazzite. Et là, donc vous voyez toutes les personnes qui ont contribué à développer Bazzite. Ah, ça c'est pas mal, là, j'avais pas fait gaffe. Bazzite, SteamOS for Windows Endless. Is it a game changer? SteamOS on Windows gaming handhelds. That's the dream for Digital most players, Foundry. given how difficult it can be to use Windows 11 on devices like the ROG Ally. Windows just isn't designed with controllers in mind. About as stable as SteamOS on my DeX. For those who don't have it, the ROG Ally has a 120Hz screen. No. Blowing past that, running here on my ROG specific optimization, recompile the Vulkan shaders that the game will use. Critically, making like-for-like testing challenging. Putting the Ally to sleep and waking it seemed to solve the issue. I did a round of battery tests in September and October and encountered a similar problem on both occasions. My impression overall, though, is that the device runtimes, even under Bazzite. The game can be quite large in some titles in the Ally's turbo mode, with more moderate gains elsewhere. The under Windows. Ouais. Donc du coup, en fait, quand on regarde, on se rend compte que Bazzite, en gros, permet aux personnes qui l'installent de gagner même en puissance dans les jeux et d'avoir des jeux qui tournent beaucoup mieux. Donc ça vaut le coup de le tester et vous allez gagner en performance comparé à Windows. Bon, allez, on passe à la conclusion de la vidéo. C'est parti. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi, si cette chaîne vous plaît, à nous rejoindre et à vous inscrire en tant que membre afin de me soutenir pour que je puisse vous sortir du contenu un petit peu plus évolué dans les mois à venir. N'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis, vous avez pu voir dans cette vidéo 5 distributions Linux ainsi qu'une bonus pour tous les niveaux. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Dites-moi en commentaire celle que vous avez préférée. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, portez-vous bien.